entrando em contato com o atendimento ao cliente. Para muitas pessoas é um jeito fácil de arruinar um bom dia, mas na Zendesk nós deixamos a experiência do cliente melhor. Melhor para sua avó, melhor para o seu vendedor preferido de flores, melhor para o cara do apartamento 3A, melhor para você, melhor para todos. Porque enquanto alguns dizem que o cliente sempre tem razão, nós dizemos que o cliente é sempre humano. E como seres humanos, queremos fazer algo melhor para todos nós. Zendesk, experiência do cliente com IA desenvolvida para humanos. Il fait chaud sur le plateau. Entre les dizaines d'éclairages, les chefs opérateurs, cadreurs et autres chefs électriciens, on a du mal à respirer. Serge Gainsbourg ne cache pas son inconfort. Des heures qu'il tourne. Il demande à prendre l'air. Ou plutôt, il s'autorise à le faire. Il ne craint personne. C'est très bien que sans lui, il n'y aura pas de film. Et puis, de toute façon, il n'arrive plus à se concentrer. Des gouttes de sueur dégringolent le long de ses tempes. S'il ne sort pas du plateau, il risque de tout casser. Nous sommes en juin 1968 à Venise, sur le tournage du long-métrage Slogan réalisé par Pierre Grimblat. C'est un film dramatique qui relate l'histoire d'un réalisateur de publicité joué par Serge Gainsbourg qui tombe amoureux d'une jeune Anglaise alors qu'il est marié et que sa femme attend un bébé. Cette jeune Anglaise est incarnée par une certaine Jane Birkin, âgée d'à peine 22 ans. D'immenses yeux bleus éclairent un visage angélique au petit nez retroussé. Sa chevelure châtain clair est agrémentée d'une frange qui deviendra sa signature. Sa silhouette est mince, élancée, gracieuse. Elle n'a joué que dans un film, 2 ans auparavant. Elle est toute timide, suit les directions, sourit timidement, a du mal à regarder Serge Gainsbourg dans les yeux. Il faut dire qu'il a un visage atypique avec sa mâchoire carrée, ses sourcils denses, son regard si perçant, à la limite du menaçant. Jane est aussi impressionnée par son culot. Elle ne comprend pas comment on peut quitter un plateau de la sorte. Il faut être sacrément confiant pour oser faire ça. On pourrait penser que Serge Gainsbourg, en bon coureur de jupons, tombe directement sous le charme de Jane Birkin qui fait tourner de nombreuses têtes pendant le tournage. Et si la réalité entre une jeune femme et un homme bien plus âgé n'était pas celle que vous imaginiez ? Jane Birkin est née le 14 décembre 1946 à Marylebone, un quartier du centre de Londres dans la cité de Westminster. Sa mère est actrice de théâtre et son père, officier de l'armée britannique. Petite dernière de la fratrie, elle a 2 frères aînés. Très tôt, elle s'intéresse au cinéma et au théâtre sur les pas de sa mère. Elle suit alors des cours d'art dramatique et s'envole à 17 ans pour Paris. Son objectif est clair et net, elle va devenir actrice. Ce sera ça ou rien. Serge Gainsbourg, de son vrai nom Lucien Ginsberg, ne vit pas du tout la même enfance. Il naît 18 ans avant, le 2 avril 1928 à Paris, d'un père pianiste et d'une mère danseuse. Fils de parents juifs russes qui ont immigré en France pour fuir les persécutions antisémites, il baigne très vite dans un climat dramatique. Et ce n'est pas fini. Lorsque la Seconde Guerre mondiale frappe l'Europe, toute la famille se cache des nazis. Le petit Serge est de plus en plus tourmenté. Alors il se console dans la musique, à commencer par le piano, un goût que lui transmet son père avant de le pousser vers la peinture. Plus tard, il entre à l'École nationale supérieure des arts décoratifs de Paris, puis aux Beaux-Arts et à l'Académie de Montmartre, avant de prioriser son premier amour une fois la guerre terminée, la musique. Cela ne l'empêche pas de prendre plaisir à jouer devant les caméras. Il porte donc la casquette d'acteur dans des dizaines de films, à commencer par « Voulez-vous danser avec moi » de Michel Boiron, sorti en salle en 1959.
Lorsque les deux artistes se rencontrent, Serge Gainsbourg a 18 ans de plus que Jane Birkin. Elle vient de divorcer du compositeur britannique John Barry, avec qui elle a eu une fille, Kate Barry, à 21 ans. Serge, lui, a déjà joué dans des dizaines de films. Il est reconnu comme un chanteur talentueux, un peintre audacieux. Qui est-elle à côté de lui ? Pas grand-chose. Elle l'admire tellement en tant qu'artiste, mais surtout, elle est flattée de lui donner la réplique. Mais à ce stade, Jane, elle, n'a pas le coup de foudre. Elle n'est absolument pas attirée par les hommes qui la snobent. Serge est un grand artiste, certes, mais elle n'en est pas moins dupe. Il est dédaigneux, râle dès qu'il faut refaire une prise, semble totalement déconnecté de sa partenaire de jeu. Lorsqu'il voit pleurer la jeune actrice dans le cadre d'une scène d'émotion, il ne se dit pas « Oh, qu'elle est douée !» Bien au contraire, il la juge. Il trouve sa sensibilité dérangeante, qu'il apparente à un mélange avec sa vie privée. D'après les confidences de Jane au Monde en 2017. Tout est prétexte à la critique. L'atmosphère est pesante. Jane Birkin déclare, toujours dans les colonnes du Monde, « Je l'ai trouvé compliqué, arrogant pendant le tournage. Il n'avait aucune gentillesse envers moi. Il me mettait très mal à l'aise. » Serge, lui, est très à l'aise. On demande aux deux acteurs d'incarner deux amoureux fous l'un de l'autre. Où sont les regards passionnés, les gestes affectueux ? On ne les voit nulle part. Le réalisateur est sans cesse en train de leur demander de jouer le jeu. Et le jeu se révèle parfois très explicite. Trop explicite. Mais Serge Gainsbourg n'a pas l'air choqué ou dérangé par quoi que ce soit. Il n'a pas l'air charmé non plus. Il s'en fout. Jouer, c'est jouer. Un point, c'est tout. Pas question d'y mettre de l'affect. Jane, quant à elle, est très mal à l'aise. Elle doit non seulement jouer l'amoureuse, mais aussi et surtout la jeune femme sensuelle épanouie dans sa féminité. Une féminité qui implique même un certain niveau de nudité, face à un Serge bien plus préservé. Elle témoigne toujours au journal Le Monde « Je devais me pencher à poil au-dessus de lui qui était dans la baignoire. Et lui avait un maillot de bain. C'était très difficile. » Devant les dizaines de personnes sur le plateau, elle prend sur elle. Sa gêne transparaît sur son doux visage. Mais elle reste professionnelle. Heureusement, le réalisateur du film est là pour sauver la mise. Il souhaite que ses acteurs apprennent vraiment à se connaître et mieux encore, à s'apprécier. Il veut sauver son film à tout prix. Bien que ça soit très très mal parti, Pierre Grimblat organise un dîner avec les deux acteurs. Téméraire, il joue le tout pour le tout. Il se pointe au rendez-vous avant de s'éclipser tellement vite que c'est comme s'il ne s'y était jamais rendu. Forcés de se retrouver face à face, Serge et Jane finissent par nouer des liens. Enfin. C'est dans un restaurant chic du centre de Venise qu'ils se retrouvent. Nappe blanche, bouquet de fleurs. Pierre Grimblat a choisi le lieu le plus romantique de la ville. Heureusement, le duo d'acteurs n'est pas à ça près, notamment après la séance de la baignoire. Forcés de se parler, ils échangent d'abord des banalités. Et puis, la discussion découle sur le théâtre. Jane parle de sa mère, actrice. Serge du premier spectacle qu'il est allé voir. Contre toute attente, ils passent un bon moment. La complicité artistique remplace l'hostilité des premiers jours de tournage. Après quelques verres, l'alcool monte à la tête de Jane. Un joueur de piano s'emballe passionnément sur les touches. Les notes sont joyeuses, festives. Elle a envie de danser. Serge n'est pas du tout motivé. Il a beau adorer le piano, il proteste. Écoutez, ça va encore, mais danser le slow, il ne faut pas exagérer. Jane n'en a que faire. Sans lui laisser le choix, elle l'entraîne sur la piste de danse. Foutu pour foutu, Serge se laisse faire. Il est étonné par tant d'audace. Les corps sont proches, l'intimité réelle. Ce n'est pas comme sur le plateau. Serge devient presque touchant malgré sa maladresse. Jane Birkin raconte au Monde nostalgique. « Il m'a marché sur les pieds. Divin. Tout d'un coup, j'ai compris que cette arrogance était de la timidité. J'ai saisi la complexité de son caractère. Finalement, c'était un chou. Drôle, charmant, prévenant. » De verre en verre, de pas en pas, le duo se met à rire, à se rapprocher physiquement. Une fois l'ultime danse terminée, Serge maintient sa main sur la taille de la jeune femme. Il est tombé dans le piège qu'elle lui a tendu malgré elle.
Jane aussi est dans les étoiles. L'amour est proche. Au premier baiser échangé ce soir-là, il est scellé. Vont-ils arriver sans peine à mener sentiments et collaboration artistique ? Ou vont-ils devoir faire un choix, aux dépens de la jeune carrière de Jane Birkin ? Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcast. Cela vous permettra une écoute sans interruption. Ou bien écoutez ce message de notre partenaire sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas, on se retrouve tout de suite après. Novembre 1969. Serge Gainsbourg et Jane Birkin sont réunis dans l'atmosphère feutrée au studio d'enregistrement Fontana à Londres. Gainsbourg, tout en enchaînant les clopes, pose sa voix sur les notes de l'orgue électronique de la marque Farfisa, très prisée dans la musique rock. Il s'emballe aussi sur le clavier du mélotron qui combine plusieurs mélodies. Serge Gainsbourg en blazer, Jane Birkin en robe bohème chic, les deux sont aussi beaux à écouter qu'à regarder chanter. L'ambiance est intimiste, mais pas que. La sensualité est bien présente. Les voix de Gainsbourg et de Birkin s'entremêlent naturellement sur les notes de « Je t'aime moi non plus ». Pendant l'enregistrement de la chanson, Jane Birkin n'est pas aussi à l'aise que Serge Gainsbourg. Alors que lui est comme un poisson dans l'eau, elle est pleine de trac. Ses hésitations trahissent son malaise et détonnent par rapport à la voix posée de Serge Gainsbourg. Au fur et à mesure, Jane Birkin se détend. Une complicité s'installe au sein du duo. Soupirs, murmures et gémissements suggestifs se mélangent. Les regards entre les deux chanteurs se croisent, ou plutôt s'attardent. Ils sont intenses, brûlants. On dirait que le monde extérieur n'existe plus. Dès ce moment clé, on devine beaucoup de leur intimité. Comment imaginer alors que tout ait commencé sur une base de snobisme et de gêne ? Comment fermer les yeux sur le jeune âge de Jane qui n'a que 22 ans quand son compagnon de chant et amant a lui 41 ans ? Oh oui, je t'aime, moi non plus. Oh mon amour, tu es la vague, moi l'île nue. Tu vas et tu viens. C'est la naissance de la chanson devenue mythique, Je t'aime, moi non plus. Le sens est clairement érotique, voire dérangeant pour une partie du public et certains médias. Lors de la sortie de la fameuse chanson en 1969, on savait que Serge et Jane avaient une relation amoureuse. Mais on ne la savait pas si passionnée. Ni controversée. Pourquoi les voix de Serge Gainsbourg et Jane Birkin se marient-elles aussi bien ? Il y a celle du chanteur, grave, presque rauque, pleine de volupté. Il y a celle de la chanteuse à l'accent anglais chantant, une voix douce, harmonieuse, presque enfantine. Trop enfantine pour le grand public. Encore plus lorsqu'elle fait écho à celle de Serge, dont le timbre si singulier appuie encore plus ses propos suggestifs. Pourtant, on ne peut nier le succès de cette version de la chanson dès sa sortie. Version, car bien qu'on pourrait penser que celle-ci ait été écrite par Serge Gainsbourg à l'attention de son nouvel amour, il n'en est rien. Au départ, cette chanson avait été chantée en duo par Serge et Brigitte Bardot, qui lui avait demandé en 1967 de lui écrire la plus belle chanson d'amour qu'il puisse imaginer. Eh oui, Serge Gainsbourg avait entretenu une liaison passionnelle avec la grande actrice de cinéma Brigitte Bardot, peu de temps avant sa rencontre avec Jane. La première version de « Je t'aime moi non plus » avait été mise sous le tapis à l'initiative de Bardot, qui était alors marié à l'homme d'affaires Gunther Sars. Ce dernier, à la première diffusion de la musique, toujours en 1967 sur Europe 1, avait menacé de poursuivre Gainsbourg en justice si celle-ci était de nouveau diffusée. Ce n'est donc qu'en 1986 qu'elle ressort finalement du placard, alors que la version Gainsbourg-Birkin avait déjà fait des ravages sur les ondes. Romantique cette chanson ? Ou plutôt réécrite, recyclée par Serge,
pour charmer davantage sa nouvelle conquête. On pourrait penser que Serge a utilisé la voix enchanteresse de sa nouvelle compagne, frustré de ne pas avoir pu diffuser la première version de « Je t'aime moi non plus ». Et il n'est pas déçu par l'interprétation de sa douce, qui ne semble pas embêtée de n'être que le plan B. L'enregistrement de l'orchestre a lieu à Londres. Guitare acoustique, basse électrique, batterie, mélotron, orgue farfisa. Tous ces instruments contribuent à la particularité et au charme de la célèbre chanson. Jane Birkin la chante une octave au-dessus de Brigitte Bardot. Plus tard, dans son ouvrage Serge Gainsbourg, Ombre et Lumière, sorti en 2016, le critique musical Edwige Saint-Éloi écrira « Sa voix, mêlée aux soupirs explicites et à la voix grave de Gainsbourg, donne au morceau une teinte d'innocence dévoyée et renforce le trouble ressenti par l'auditeur. » Le trouble ressenti par l'auditeur est bien repris dans les médias à cette époque. Il se lâche. Lorsque le disque Jane Birkin Serge Gainsbourg sort en février 1969, il est interdit aux moins de 21 ans. Dans les colonnes de l'Express, on peut lire que la collaboration est en réalité un duo en râle mineur. Le jeu de mots était facile. Quand le quotidien italien du Vatican L'Osservatore Romano qualifie la chanson d'obscène, il met carrément le feu aux poudres. Toutes les radios italiennes interdisent sa diffusion sur les ondes. Pareil pour les Suédois, puis les Espagnols. C'est une toute autre réaction pour Philips, le label de Serge Gainsbourg. Jane Birkin témoigne. Quand nous sommes revenus de Londres et que nous avons fait écouter la bande de « Je t'aime moi non plus » au directeur de Philips, il a dit « Très bien, je suis d'accord d'aller en prison, mais pour un album, pas pour un 45 tours. » Nous sommes aussitôt repartis à Londres par le ferryboat. Le duo part donc, contre toute attente, sur un opus commun. Gainsbourg, déterminé, finit par négocier un accord avec le label Major Minor Records, qui acquiert les droits de la chanson et la ressort en single au Royaume-Uni, qui avait aussi imposé des restrictions. La chanson atteint la première place. C'est la première chanson en langue étrangère, mais aussi le premier morceau banni à figurer en haut du hit-parade anglais. En tout, les ventes de la chanson dépassent les 750 000 exemplaires. Comme quoi, le scandale paye. L'artiste n'a que faire des qu'en dira-t-on. Il sait qu'on le qualifie de mauvais garçon, en plus de sortir avec une femme bien plus jeune que lui. Qu'il cause. Jane non plus n'est plus mal à l'aise, bien au contraire. D'abord, elle est amoureuse. Et puis, ce premier album fait décoller la chanteuse dans le milieu de la musique. Durant les années 70 et 80, la chanteuse enchaîne les albums studio, dont certains sont écrits et composés par Serge Gainsbourg, tels que Didouda ou Ex-fan des 60s, sortis respectivement en 73 et en 78. Ce n'est que le début d'une carrière internationale prometteuse et de leur longue collaboration artistique. Bien que le couple soit considéré par beaucoup comme malsain, notamment à cause de cette fameuse musique devenue l'une des chansons les plus célèbres et polémiques de la chanson française, il est de plus en plus influent. Leur collaboration va-t-elle aller au-delà de la chanson ? Vont-ils continuer à s'inspirer autant, à se nourrir l'un de l'autre ? Ou plutôt, s'abîmer à petit feu, pris par leur passion ardente ? Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcast. Cela vous permettra une écoute sans interruption. Ou bien écoutez ce message de notre partenaire sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas, on se retrouve tout de suite après. Charlotte Lucie Gainsbourg, dite Charlotte Gainsbourg, naît le 27 juillet 1971 à Londres. 3 ans auparavant, ses parents se rencontraient sur le tournage du film Slogan à Venise, avant de faire couler beaucoup d'encre à la sortie de leur première collaboration musicale
« Je t'aime moi non plus » en 1969. Très vite, le couple souhaite donner vie aux fruits de leur amour. Alors, lorsque Jane accouche, c'est le plus beau jour de leur vie. Si Serge n'a pas l'autorisation d'être au chevet de sa douce, il n'en est pas moins présent. Pendant l'accouchement, le chanteur était derrière la porte à 4 pattes, avec un stéthoscope pour entendre tout ce qu'il se passait dans la salle. Lorsque Charlotte Gainsbourg voit le jour, c'est un nouveau monde qui s'offre à Serge et Jane. Les voilà lancés dans une nouvelle aventure. L'aventure n'est pas exempte de difficultés. Malheureusement, Charlotte, tout juste née, est diagnostiquée d'une jaunisse sévère. Son pronostic vital est lourdement engagé. Les amoureux se soutiennent, ils ne se lâchent pas. Peu après, la petite se rétablit vite, au plus grand soulagement de sa maman et de son papa. Pour ce dernier, Charlotte est ce qu'il a fait de mieux, malgré une vie de débauche. Le couple Gainsbourg-Birkin semble être très uni, même face à l'adversité. Malgré la polémique associée au morceau « Je t'aime moi non plus » et la santé fragile de leur nouveau-né, ils sont de plus en plus érigés en couple modèle pour leur fusion artistique, leur côté rock'n'roll, leur idylle à laquelle si peu de personnes ne s'attendaient. Et pourtant, tout n'est pas si rose dans le couple. Leur relation va vite devenir tumultueuse. Et les excès de Serge n'y sont pas pour rien. Serge Gainsbourg a toujours été excessif. Femmes, alcool, cigarettes, rien ne semble jamais l'arrêter. En 1951, il épouse Elisabeth Levitsky. En 1957, il divorce. En 1964, il se marie avec Françoise-Antoinette Pancrazzi, avec qui il a une fille, Natacha. En 1966, il divorce. 1 an plus tard, il se réconcilie et donne naissance à Paul. Puis, ils se séparent de nouveau et Serge entame une liaison avec Brigitte Bardot, alors mariée. Lorsqu'elle rompt avec lui, il sombre dans une dépression. L'alcool est son soutien. C'est aussi son compagnon de fête. Dès mars 1957, il se rend tous les soirs sur la scène du mythique cabaret Milord-Larsouille, situé à Palais-Royal, dans le 1er arrondissement de Paris. C'est ici qu'il se fait repérer par le label Philips, avec qui il signe. Tous les soirs, il chante. Tous les soirs, il boit. Tous les soirs, il fume. Et puis, il séduit, drague. La vie est intense, festive, sans limite. Est-ce toujours le cas lorsqu'il rencontre sa muse en 1968 sur le tournage de Slogan ? Au contraire, s'est-il calmé ? Ou alors va-t-il s'assagir aux côtés de la belle ? Après tout, elle semble si calme, douce, raisonnable. Eh bien, il faut l'avouer, avec elle, il se stabilise émotionnellement. Le couple est très complice et rigole énormément. En octobre 2022, Jane confie à Patrick Simonin sur l'émission L'Invité. Serge était délicieusement marrant. On pleurait de rire. On avait des bulles qui sortaient du nez avec les enfants tellement il nous faisait marrer. Au fil des années, la jeune chanteuse suit son compagnon dans un grand nombre de ses folies. Mais pas que. Elle l'entraîne aussi dans ses extravagances. Elle raconte, encore au micro de Patrick Simonin, « C'est moi qui voulais aller à Pigalle, dans les endroits les plus malfamés. » Serge Gainsbourg a parfois les pétoches de voir sa femme dans certains endroits sombres de la capitale. Jane aussi boit souvent des coups. Et Jane aussi enchaîne les cigarettes. Elle explique « Je voulais tout faire. J'avais toujours été sage, j'en avais ras-le-bol. » Auprès de Serge Gainsbourg, elle trouve non seulement un mentor artistique et un compagnon de jeu. Rien de comparable à sa première relation avec l'auteur-compositeur John Barry, avec qui elle s'était mariée en 1965, du haut de ses 19 ans. Un homme très pris dans son travail, absent,
dont elle était complètement dépendante. Avec Serge, cela n'a rien à voir. Elle enchaîne les farces, souvent de mauvais goût, lui offre même un jour une poupée gonflable. Serge Gainsbourg n'est pas le seul provocateur. Mais Serge Gainsbourg a un vrai problème avec l'alcool. Il boit tous les jours. Bien trop souvent, en rentrant, Jane le retrouve allongé par terre. Mais son côté sombre ne ressort pas qu'au sein de son intimité. Il se donne en spectacle, ivre, à de nombreuses reprises. En 1986, Serge, très alcoolisé, fait la cour à Whitney Houston dans l'émission Champs-Élysées de Michel Drucker. C'est ça en gros que tu veux lui dire. Nah, Oui. I said I want to fuck her. Oui, alors, je vais vous traduire. Non. He say you are great. Il dit que vous êtes très jolie. Non. Non, il a dit ça, mais ça lui arrive de temps en temps. Je peux pas vous traduire ce qu'il a dit. Il a dit, j'aimerais bien vous offrir des fleurs. Pas du tout, j'ai dit, j'aimerais bien la baiser. Il finit par déraper devant un animateur qui s'avère sidéré face à un Serge Gainsbourg saoul, qui déclare qu'il aimerait coucher avec elle, de manière bien plus vulgaire. Ces excès datent déjà de plusieurs années. En 1973, alors qu'il enregistre l'opus Vue de l'extérieur, il est victime d'une première attaque cardiaque. Les médecins sont formels. Il faut bannir la boisson et le tabac. Serge Gainsbourg n'en fait rien. C'est plus fort que lui. C'est là que naît le personnage provocateur Gainsbar, pour lequel l'excès n'est même plus un sujet, à part pour sa compagne. En 1980, Jane Birkin le quitte, contre son gré. La nouvelle fait évidemment la une de Paris Match. Gainsbourg-Birkin, la rupture. Ils se sont aimés 12 ans, la fin brutale d'un amour. Il faut dire que Jane a ses raisons. Elle a beau être fêtarde, elle n'arrive plus à suivre, ne supporte plus les séquences les plus avinées, durant lesquelles Serge s'étend sur le sol, devient colérique, voire agressif, au point de devenir violent avec le fruit de son amour. Dans une interview livrée à Télérama en 2021, leur fille Charlotte témoigne « Ses relations étaient loin d'être apaisées, plutôt corsées. Avec ma mère, il se mettait pas mal sur la gueule. J'en garde des souvenirs cuisants, et elle n'était pas en reste. » Sur le plateau de Quotidien, Jane Birkin témoigne en 2019 « Je buvais beaucoup. Même si on pense qu'on avait toutes les raisons du monde pour le faire, et après tout, être bourré jusqu'à 5h du matin dans les boîtes de nuit, j'en avais jusque-là, aussi, d'une certaine manière. » Serge a conscience de ses sérieux travers. Il avoue à la télévision, à la suite de sa rupture, « Jane est partie par ma faute. Je faisais trop d'abus. Je rentrais complètement pété, je lui tapais dessus. Quand elle m'engueulait, ça me plaisait pas. 2 secondes de trop et paf. » Alors la chanteuse fuit avec ses filles, Kate Barry, alors âgée de 13 ans, et Charlotte, qui n'a que 9 ans. Au lieu de se reprendre en main, Serge Gainsbourg tombe dans le désespoir le plus total. Il enchaîne les bouteilles, encore plus qu'avant sa rupture. En grand artiste, il continue tant bien que mal son art. Auteur-compositeur, il se retrouve aussi sur le grand écran aux côtés de Catherine Deneuve dans le film Je vous aime, dont il écrit aussi la bande originale. Non sans cynisme, il chante avec elle « Dieu est un fumeur de Havane ». Bien qu'il enchaîne les projets cinématographiques et musicaux, il n'en oublie pas moins la mère de sa fille. En 1983, l'album de Jane Birkin, Baby Alone in Babylon, sort. Et devinez qui l'a écrit et réalisé. Le couple Gainsbourg-Birkin s'éteint aussi passionnément qu'il a commencé, 12 ans après le premier baiser. Que va-t-il advenir de la relation de ces deux artistes qui se sont profondément aimés ? Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcast. Cela vous permettra une écoute sans interruption. Ou bien écoutez ce message de notre partenaire sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas, on se retrouve tout de suite après. Décembre 1982.
Serge Gainsbourg et Jane Birkin boivent un verre de vin dans la grande salle qui fait office de salon et de bureau au 5 bis rue de Verneuil dans le 7e arrondissement de Paris. L'hôtel particulier était leur lieu de résidence avec Kate et Charlotte. C'est désormais le sanctuaire de Serge. Il l'a modelé à sa manière. Au sol, des dalles noires et blanches qu'il a fait poser sur mesure. Au mur, des tissus noirs tendus. Autour des fenêtres et des portes, une laque blanche a été posée. Malgré leur rupture 1 an auparavant, le duo reste très proche. Ils se racontent leur vie entre le piano à queue et le piano électronique sur lequel Gainsbourg donnait des cours à sa fille, Charlotte. Chacun a retrouvé l'amour à la vitesse de l'éclair. Serge entretient une idylle avec la chanteuse et mannequin belge Caroline Paulus, surnommée Bambou. Jane, quant à elle, a donné naissance à une certaine Lou Doyon le 4 septembre 1982. Son compagnon n'est autre que le réalisateur Jacques Doyon, avec qui elle s'est mise en couple dès l'année de la séparation. Et pourtant, la rupture après 12 ans de vie commune ne remonte qu'à 2 ans auparavant. N'oublions pas que lorsque Jane Birkin a quitté Serge Gainsbourg, celui-ci, désespéré, a sombré encore plus dans la boisson. Quant à Jane, elle ne l'a pas oublié non plus. La fin de leur histoire lui a longtemps laissé un goût amer. Elle ne se serait d'ailleurs jamais remise de la rupture, d'après le Parisien, à qui elle avait confié « Dès que je suis parti, je savais que j'allais le regretter ». Bien que les deux soient encore très proches à la suite de leur séparation, est-ce vraiment possible de rester liés jusqu'à la mort, malgré une rupture à contre-cœur ? Serge et Jane sont donc amis. Ils restent aussi très proches dans le domaine artistique. La chanson française est sauvée. En 1983, Jane Birkin sort son premier projet 3 ans après leur séparation, Baby Alone in Babylon. C'est Serge Gainsbourg qui lui propose de collaborer de nouveau. Alors, il devient l'auteur de l'intégralité des chansons. Le thème de la rupture sentimentale est omniprésent dans l'opus, avec les morceaux Partie perdue, N pour M ou encore Rupture au miroir. Pour autant, la collaboration est très professionnelle et l'album est très bien accueilli par la critique. Ils se retrouvent notamment en 1990 pour poser leurs 2 voix sur la musique Amour et feinte qui figure sur l'album du même nom du chanteur. Et dans la vie privée aussi, leur lien perdure. Jane accepte même que Serge Gainsbourg devienne le parrain de sa fille Lou à la demande de ce dernier. Une requête qui touche Jane Birkin en plein cœur. Le problème, c'est que la proximité du duo, bien qu'elle prenne la tournure de l'amitié, n'efface pas les problèmes qui les ont menés au précipice. La démesure de Serge continue, au point que son ex-compagne s'en inquiète encore quotidiennement. Toujours d'après le Parisien, à cette époque post-rupture, Jane l'appelle tous les jours, s'inquiète pour sa santé. Lui débarque parfois à minuit pour dîner rue de la Tour dans le 16e arrondissement de Paris, où Jane s'est installée avec Jacques Doyon et ses filles. Dans l'interview de Charlotte Gainsbourg accordée à Télérama en 2021, celle-ci raconte « Même après leur séparation, quand ils venaient nous voir chez elle, les assiettes volaient. Ils buvaient beaucoup. En fait, on parlait beaucoup des excès de Serge, en oubliant que Jane aussi était tout sauf modérée. Lors de son passage le 5 janvier 2022 sur Quotidien, aux côtés de Charlotte Gainsbourg, on demande à Jane de commenter une phrase de sa fille Charlotte. « Je veux être actrice comme ma mère et ivrogne comme mon père. » À ça, Jane Birkin répond, transparente, qu'elle aussi buvait beaucoup. Le 2 mars 1991, Serge Gainsbourg meurt à l'âge de 62 ans. Il a fait une crise cardiaque. On le retrouve nu, gisant une ultime fois sur le sol de sa maison,
du 5 bis rue de Verneuil dans le 7e arrondissement de la capitale. Sa disparition soulève une immense vague de tristesse chez ses milliers d'admirateurs, et surtout chez sa famille. Bien sûr, Jane aussi est dévastée. Elle vient de perdre un de ses meilleurs amis, le père d'une de ses filles. Au moment de sa mort, elle est à Londres. Dès que la tragique nouvelle arrive à ses oreilles, elle prend le premier vol pour Paris, direction l'enterrement, au cimetière Montparnasse, entre Baudelaire et Sartre. Aux côtés de sa fille Charlotte, du fils de Serge, Lucien Gainsbourg, et de leurs amis, elle pleure à chaudes larmes. Devant sa tombe, l'actrice Catherine Deneuve lit le texte de la chanson « Fuir le bonheur de peur qu'il ne se sauve ». Une chanson de Jane Birkin dans son album « Baby Alone in Babylon » paru en 1983 et écrite par Serge Gainsbourg. Des amateurs anonymes sont aussi présents par centaines. Ensemble, ils applaudissent, chantent, dansent en son honneur, malgré la peine. Cinq jours avant de disparaître, Serge lui téléphone alors qu'elle se trouve à Londres. Il lui annonce qu'il est parti braver la neige avec ses souliers Repetto, lui choisir un diamant pour ses vieux jours. Quelle que soit sa forme, l'amour est toujours là. Après son décès, Jane continue de le faire vivre à travers ses témoignages et son art. Par exemple, en octobre 2022, elle raconte au micro de Patrick Simonin sur l'émission L'Invité « Je suis tombée sur quelqu'un de divin. Ma période en France peut se résumer à 50 ans d'amour à partir de la sortie de « Je t'aime moi non plus » en 1968. Mieux encore, Jane Birkin a accepté à plusieurs reprises d'interpréter des chansons de son ex-compagnon lors de concerts en son honneur. Comme un an après sa mort, lorsqu'elle chante Les yeux humides, Je suis venue te dire que je m'en vais au Festival des Francopholies de 1992. Touchant, mais pas pour tout le monde. Lou Doyon en a marre qu'on ne parle de sa maman qu'à travers Serge ou la chanson française. L'ex-compagne de Serge par-ci, l'artiste mise en lumière par Serge par-là. Autant d'expressions si souvent entendues. Et pourtant, les femmes sont évidemment des personnes à part entière, indépendamment de leur père, de leurs compagnons, de vie comme de chansons. Jane Birkin déclare lors d'une interview accordée à Paris Match en mars 2017 « Parfois ça devait être énervant pour elle qu'on ne me voit que comme la créature de Serge. Et c'est une manière pour Lou de dire que j'ai existé dans les films de son père, ce qui est juste. Ça doit être agaçant qu'on la renvoie sans cesse à Serge, comme si c'était son père ou son mentor, ce qui n'est pas le cas. » La même année, sur le plateau de C'est à vous, elle ajoute « Elle veut que je sois apprécié pour moi, et parfois ça la gonfle que je sois juste la chose de Serge. Je prends ça vraiment comme un compliment, et même une flatterie, qu'elle ait pu imaginer que je puisse valoir le coup pour moi seule. » En 2021, Jane Birkin est victime d'un AVC, après s'être battue contre la maladie pendant des dizaines d'années. Une leucémie lui est diagnostiquée en 1998. Et le décès de sa fille Kate Barry, qui chute du 4e étage de son appartement parisien la même année, n'aide en rien. La piste du suicide n'est pas confirmée, bien que très probable. Lorsque Jane Birkin meurt à son tour le 16 juillet 2023, à l'âge de 76 ans, on critique la même chose. On ne peut s'empêcher de parler de son décès sans mentionner Serge Gainsbourg, en oubliant l'aspect obscur de leur relation. Invitée sur le plateau de BFM TV à commenter les obsèques de Jane Birkin, la journaliste Chloé Thibault, autrice de « En relisant Gainsbourg », se permet d'alerter sur le fait que non, leur relation n'était pas idéale, ni totalement saine. Après quoi, elle se fait lyncher sur les réseaux sociaux. Si on reprend les mots de Serge Gainsbourg, oui, leur relation a fait l'objet d'une affection éternelle. Si on reprend ceux de Jane Birkin, oui, elle l'aura aimé jusqu'au bout. Mais cela signifie-t-il que l'on doit tout accepter par amour ? Pas sûr.
d'avoir écouté À la folie pas du tout, une production Bababam. Cette saison a été écrite par Anaïs Koopman, racontée par Lucrèce Sassella et François Marion, et réalisée par Romain Redon. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires et des étoiles sur toutes les plateformes d'écoute.